La pauvre petite fille ne se doutait pas que les 3 bébés abandonnés qu'elle venait de trouver allaient la lier au plus jeune milliardaire du pays qui les cherchait désespérément. Avant de plonger dans cette histoire, laissez un commentaire ci-dessous et dites-nous d'où vous nous regardez. Et si vous croyez qu'un enfant peut faire une différence dans le monde, mettez un pouce bleu dès maintenant. La pluie matinale s'abattait sans pitié sur le trottoir fissuré, son rythme martelant comme des tambours tristes, annonçant une autre journée difficile. Léa Martin, 7 ans, serrait son panier de marguerites fanées contre sa poitrine, sentant le carton humide se désagréger entre ses petits doigts calleux. L'odeur de terre mouillée et de fleurs mourantes se mélangeait à l'odeur âcre de la pollution urbaine. Ses baskets usées clapotaient dans les flaques d'eau alors qu'elle parcourait la rue des Palmiers, le même itinéraire qu'elle empruntait chaque jour depuis 2 ans, depuis que sœur Thérèse, du foyer pour enfants Saint-François, avait renoncé à la chercher. « Des fleurs, de jolies fleurs pour votre amour », criait Léa, sa petite voix à peine audible par-dessus le vacarme du trafic matinal. Aujourd'hui semblait différent. Les hommes d'affaires habituels, pressés de prendre leur train, paraissaient plus distraits, chuchotant urgemment dans leur téléphone et tenant des journaux avec des gros titres qu'elle ne pouvait pas lire. Un homme en costume gris passa si vite à côté d'elle qu'il faillit la renverser, ne remarquant même pas sa présence minuscule. Le ventre de Léa gargouilla si fort qu'elle posa la main dessus, comme pour le faire taire. Le croissant rassis de la veille était la dernière chose qu'elle avait mangée. Elle devait vendre au moins 3 bouquets aujourd'hui, pour acheter quelque chose de plus consistant que les biscuits secs qu'elle rationnait depuis 1 semaine. Alors qu'elle tournait au coin de la rue en direction du parc municipal, où elle avait généralement plus de chance avec les familles le dimanche, quelque chose attira son attention. Là, partiellement caché derrière le grand platane, près de la fontaine en pierre, se trouvait un élégant panier en osier, recouvert d'une couverture couleur crème qui semblait bien trop chère pour être abandonnée. La curiosité l'emporta sur sa prudence habituelle. Léa s'approcha lentement, son cœur battant si fort qu'elle le sentait dans sa gorge. À chaque pas, la peur et l'attente formaient un nœud dans sa poitrine. Et si c'était un piège? Le panier était plus grand que tout ce qu'elle avait jamais vu, richement tressé, avec des motifs complexes qui lui rappelaient les boutiques chics des Galeries Lafayette, où elle n'était jamais la bienvenue. Mais c'est alors qu'elle entendit un léger gémissement, puis un autre, et un autre encore. Les mains tremblantes comme des feuilles au vent, Léa souleva délicatement le coin de la couverture. Ce qu'elle vit la fit suffoquer et manqua de lui faire lâcher son panier de fleurs. 3 petits visages la regardaient, des bébés garçons identiques, avec les yeux bleus les plus brillants et les plus perçants qu'elle ait jamais vus. Ce bleu était presque surnaturel, comme le ciel d'hiver sans nuages. Il ne devait pas avoir plus de quelques mois, vêtue de vêtements qui coûtaient probablement plus cher que ce qu'elle pouvait gagner en 1 an. De petites combinaisons en coton égyptien avec des boutons en nacre. « Mon Dieu !» murmura-t-elle en s'agenouillant à côté du panier, le béton froid s'infiltrant à travers son jean déchiré. « Où est votre maman ?» Les bébés semblaient en bonne santé, mais affamés. L'un d'eux, celui qui semblait avoir une ride de plus entre les sourcils, commençait à pleurer plus fort, son petit visage se crispant d'une manière que Léa reconnut comme le prélude à des pleurs plus intenses. Léa regarda frénétiquement autour d'elle, espérant voir des parents désespérés cherchant à proximité. Mais le parc était vide, à l'exception d'une joggeuse âgée au loin qui n'avait rien remarqué d'inhabituel en ce lundi matin gris. Si vous sentez déjà votre cœur se serrer pour la situation de ces petits bébés abandonnés, laissez un cœur dans les commentaires. Cette histoire va toucher votre âme d'une manière que vous n'imaginez même pas. Un morceau de papier était glissé sous l'une des couvertures. Léa le retira délicatement, mais ses faibles compétences en lecture ne lui permirent de déchiffrer que quelques mots. En sécurité, amour, et ce qui ressemblait à jamais. Le papier avait un parfum subtil, comme de la lavande mêlée à quelque chose que Léa ne reconnaissait pas, peut-être l'odeur de la richesse. 20 minutes passèrent, puis 30. Personne ne vint. Les pleurs devinrent plus forts, résonnant dans le parc presque désert, faisant écho à la douleur de l'abandon que Léa connaissait si bien. Le bébé qui pleurait avait maintenant le visage rouge comme une tomate mûre, de grosses larmes coulant sur ses joues potelées. Le cœur de Léa se brisa à l'idée que ces magnifiques bébés soient laissés seuls. Elle pensa à ses propres souvenirs d'abandon, aux nuits froides sous les ponts, à la faim qui tordait ses entrailles comme un poing cruel,
à la peur constante que personne ne se soucie plus jamais d'elle. « Je ne laisserai pas ça vous arriver », murmura-t-elle férocement, surprise par la détermination dans sa propre voix. Le son sortit de sa gorge comme le rugissement petit mais puissant d'une lionne miniature. Si vous soutenez déjà Léa, laissez un like pour lui donner de la force dans cette aventure incroyable. Personne n'imagine ce qui va suivre. Prenant une décision qui allait tout changer, Léa souleva avec précaution le lourd panier. Ses bras maigres peinaient sous le poids, mais l'amour lui donna une force qu'elle ne savait pas posséder. La poignée en cuir du panier lui cisaillait les paumes, mais elle sentait à peine la douleur. Alors qu'elle luttait pour se diriger vers l'entrepôt abandonné qu'elle appelait sa maison, transpirant sous le poids de sa nouvelle responsabilité, Léa ignorait qu'à seulement quelques rues de là, Raphaël Moreau, 30 ans, offrait une récompense de 2 millions d'euros pour toute information sur ses fils disparus. Son visage angoissé était sur tous les écrans de télévision de la ville. Ses yeux bleus, identiques à ceux des bébés, rouges de pleurs et de nuits blanches. Derrière Léa, caché dans l'ombre du parc, quelqu'un observait chacun de ses mouvements et sourit froidement. La chasse ne faisait que commencer, et le chasseur n'était pas celui que Léa imaginait. L'entrepôt abandonné que Léa appelait sa maison n'avait jamais semblé aussi petit ou aussi vulnérable. La faible lumière qui filtrait par les fenêtres sales éclairait l'espace de béton froid. Un unique matelas déchiré dans un coin, une pile de vêtements soigneusement pliés, un seau d'eau relativement propre et quelques livres pour enfants usés qu'elle avait récupérés à la poubelle. 3 bébés changèrent tout. Elle installa soigneusement l'élégant panier en osier dans le coin le plus chaud, utilisant ses propres couvertures usées pour créer des murs contre le courant d'air froid qui s'infiltrait par les fenêtres brisées. Le verre éclaté scintillait comme des diamants traîtres sous la lumière qui filtrait. La lumière du matin, filtrant à travers le verre fissuré, projetait des ombres dansantes sur leurs petits visages parfaits, créant des motifs hypnotiques que Léa observait avec fascination et inquiétude. « Alors les petits ?» murmura-t-elle, étudiant chaque bébé attentivement. « Je vais vous appeler Gabriel, Michel et Lucas. Ce sont des noms forts pour des garçons forts comme vous. » Gabriel semblait être le chef naturel, toujours le premier à pleurer quand il avait faim, le premier à sourire quand il était content. Ses yeux bleus brillants suivaient chaque mouvement de Léa, avec une intelligence qui semblait bien au-delà de ses quelques mois de vie. Michel était plus calme, plus observateur, content de regarder le monde autour de lui, avec ses mêmes yeux bleus saisissants, mais avec une douceur qui rappelait à Léa les matins paisibles où elle pouvait dormir sans être réveillée par les sirènes ou les bagarres de rue. Lucas avait la poigne la plus forte et s'agrippait aux doigts de Léa avec une telle force qu'elle se demandait s'il comprenait d'une manière ou d'une autre quel était tout ce qu'ils avaient dans ce monde effrayant. Ses petits doigts étaient étonnamment chauds contre sa peau toujours froide. Mais des noms forts ne résolvaient pas les problèmes immédiats. Les bébés avaient faim, pleurant en harmonie dans l'entrepôt, un concert de besoins que Léa se sentait impuissante à satisfaire. Léa avait exactement 80 centimes à son nom, de l'argent qu'elle avait gagné en vendant des marguerites fanées à des étrangers pressés qui jetèrent des pièces dans son panier sans même la regarder dans les yeux. Et le lait en poudre pour bébé coûtait plus cher que tout ce qu'elle avait jamais dépensé de sa courte vie. Elle s'aventura jusqu'à l'épicerie de Monsieur Jean, 3 rues plus loin, son cœur battant à chaque pas comme un oiseau effrayé, essayant de s'échapper de sa cage thoracique. Laisser les bébés seuls, même pour 10 minutes, lui donnait l'impression de les abandonner. Cette pensée lui tordait l'estomac de culpabilité et de peur, la bile lui montant à la gorge. Et si quelqu'un les entendait pleurer? Et s'ils avaient un froid? Et s'ils avaient besoin d'elle? Ces questions martelèrent son esprit à chaque pas pressé sur l'asphalte irrégulier. L'épicerie semblait incroyablement lumineuse après l'obscurité de l'entrepôt, les néons lui faisant mal à la tête. L'odeur de produits de nettoyage et l'arôme sucré des fruits presque trop mûrs étaient une combinaison étrangement réconfortante. Madame Kim, la vieille dame coréenne propriétaire du magasin, parut méfiante lorsque Léa s'approcha du comptoir avec 3 biberons et une petite boîte de lait en poudre, le moins cher disponible. « C'est pour ta mère, ma chérie ?» demanda gentiment Madame Kim, ses mains calleuses s'arrêtant pendant qu'elle scannait les articles. Ses ongles étaient courts, peints d'un rouge délavé assorti au foulard sur sa tête. Sa voix portait une inquiétude sincère, le genre que Léa entendait rarement de la part des adultes. « Oui, madame », mentit Léa, ses joues brûlant de honte. «
Le mensonge avait un goût amer sur sa langue, comme du lait tourné, mais elle avait appris que les adultes posaient moins de questions quand ils pensaient que quelqu'un d'autre était responsable. Les adultes aimaient les explications simples qui ne les obligeaient pas à s'impliquer dans des situations compliquées. Leur vie était déjà bien assez complexe pour y ajouter les problèmes d'une enfant des rues. De retour à l'entrepôt, l'heure du repas devint une danse élaborée de survie. Léa chauffait les biberons avec l'eau chaude du seul robinet en état de marche du bâtiment, un appareil rouillé qui fonctionnait parfois et parfois non, crachant un liquide jaunâtre qu'elle laissait couler quelques minutes jusqu'à ce qu'il devienne plus clair. Puis elle s'asseyait en tailleur sur le sol en béton froid, essayant de nourrir 3 bébés affamés avec seulement 2 mains et une quantité écrasante d'amour. Le sol rugueux égratignait ses jambes nues là où son jean était déchiré, mais elle le remarquait à peine. Elle calait un biberon avec soin tout en tenant un autre, alternant entre les bébés pendant qu'ils s'agitaient et se tortillaient, leur petit corps cherchant du réconfort dans le monde dur qui les avait accueillis. Gabriel attrapait le biberon avec impatience, tandis que Michel attendait patiemment son tour. Et Lucas observait son visage intensément, comme s'il mémorisait chaque expression, chaque sourire fatigué, chaque ride d'inquiétude. « Voilà, mon doux garçon », murmurait-elle à chacun, sa voix mélodieuse comme une berceuse improvisée. « Buvez bien, vous devez devenir grand et fort. » Quand la nuit tomba sur l'entrepôt, apportant un froid qui s'infiltrait par les trous dans les murs comme des doigts fantomatiques, Léa enveloppa les 3 bébés dans son propre manteau d'hiver, la seule chose chaude qu'elle possédait, un cadeau rare d'une dame qui avait remarqué Léa tremblant à un arrêt de bus pendant une tempête d'hiver. Elle les blottit contre son corps pour les réchauffer et fredonna la seule berceuse dont elle se souvenait de sa petite enfance, une mélodie sur les étoiles, les rêves et les promesses de jours meilleurs. Elle ne savait pas qui la lui avait chanté à l'origine. Peut-être sa mère avant que quoi que ce soit ne se produise, qui l'ait mise dans le système. Mais la mélodie ressemblait à l'amour même, à la sécurité dans un monde incertain, et les bébés semblèrent en se calmer au son de sa voix douce et tremblante. « On va s'en sortir », leur promit-elle dans l'obscurité, sa voix à peine un murmure contre les petites touffes de cheveux sur leur tête. « Je ne sais pas comment, mais on va s'en sortir. Je ne laisserai rien de mal vous arriver, je le promets. » Dehors, des sirènes hurlaient au loin, et des klaxons retentissaient dans la symphonie sans fin de la ville. Mais à l'intérieur de sa maison improvisée, Léa ne pouvait se défaire du sentiment que ce moment paisible était du temps emprunté, que quelque part dehors, quelqu'un cherchait ces beaux garçons, et que le temps de sa petite famille ensemble pourrait s'écouler plus, vite qu'elle ne pouvait l'imaginer. Si vous avez le cœur serré pour Léa et les bébés, laissez dans les commentaires ce que vous pensez qu'il va se passer. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer le prochain chapitre de cette histoire incroyable. Raphaël Moreau se tenait dans son bureau, au 42e étage de la tour Millennium, regardant la ville par les baies vitrées qui, d'habitude, le faisaient se sentir puissant et en contrôle. Aujourd'hui, la vue se moquait de lui avec son immensité indifférente. Le ciel gris reflétait son désespoir. Quelque part dans ce labyrinthe de bâtiments, ses fils avaient disparu, et toute sa richesse et son influence semblaient complètement inutiles, comme des billets de banque dans un incendie. 48 heures. Ses fils avaient disparu depuis exactement 48 heures, et chaque minute semblait une vie entière de torture. Il n'avait pas dormi, à peine mangé, et avait consommé assez de café pour alimenter une petite armée. Le goût amer de la boisson persistait sur sa langue, comme un rappel constant de son impuissance. Son apparence habituellement impeccable était débraillée. Son costume à 1000 € froissé, ses cheveux parfaitement coiffés tombant sur son front en mèches désordonnées, son visage sombre avec une barbe naissante qui le démangeait désagréablement. « Monsieur, la BRI veut vous informer de l'avancement de l'enquête », dit doucement son assistante Amandine depuis la porte. Elle travaillait pour lui depuis 6 ans et ne l'avait jamais vu aussi brisé. Le sang-froid habituel de son patron était en lambeaux comme un costume de luxe exposé à une violente tempête. L'inspecteur Morrison vous attend dans la salle de conférence. Raphaël ne se retourna pas. Il ne supportait pas de voir la pitié dans les yeux de qui que ce soit, ni ceux d'Amandine, ni ceux des agents de la BRI, ni ceux des dizaines d'experts en sécurité qui travaillaient 24 heures sur 24.
La pitié était comme un miroir qui reflétait sa propre impuissance. Dis-moi qu'ils ont quelque chose, n'importe quoi, un indice, un témoignage, un maudit emballage de bonbons qui pourrait nous mettre sur la bonne voie. Le silence d'Amandine fut une réponse suffisante. La climatisation bourdonnait doucement. Seule réponse à ses supplications désespérées. Les ravisseurs n'avaient pas pris contact, pas de demande de rançon, pas de menace. C'est inhabituel, monsieur, inhabituel. C'était le mot qui hantait chaque instant de veille de Raphaël. Quand quelqu'un enlevait les enfants de l'un des hommes les plus riches de France, un homme qui contrôlait des entreprises de transport, des empires immobiliers et des sociétés de technologie dans 3 régions, il voulait généralement de l'argent, des montagnes d'argent. Le silence était plus terrifiant que n'importe quelle demande de rançon aurait pu l'être. L'incertitude était un monstre qui se nourrissait de ses peurs les plus profondes, devenant plus fort à chaque heure qui passait. Raphaël pensa à Béatrice, son ex-femme, maintenant inconsciente dans l'unité de soins intensifs de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Les médecins l'avaient placée dans un coma artificiel après l'accident qui aurait dû tuer toute sa famille. L'odeur antiseptique de l'hôpital était encore dans ses narines, persistante comme un mauvais souvenir. Béatrice conduisait les enfants à leur cours de musique quand le camion les avait fait sortir de la route. Les mêmes personnes qui avaient orchestré cet accident, soigneusement planifié pour ressembler à un tragique accident, avaient d'une manière ou d'une autre récupéré ces garçons de l'épave. Le rapport officiel disait que les corps des enfants n'avaient jamais été retrouvés dans la rivière. La vérité non officielle que Raphaël avait payé cher pour découvrir était que quelqu'un les avait sortis de la voiture avant qu'elle ne coule. Quelqu'un avec un plan. « Monsieur », la voix d'Amandine interrompit ses sombres pensées. « Le temps presse. » Raphaël prit une profonde inspiration, sentant l'air remplir douloureusement ses poumons. Appelez l'inspecteur Dubois sur la ligne privée et convoquez toutes les chaînes de télévision de la ville. TF1, France 2, BFM TV, toutes les chaînes locales. Je veux faire une annonce. 1 heure plus tard, Raphaël se tenait devant un mur de caméras dans le hall du siège de Morrow Holdings. Le discours préparé par son équipe de relations publiques était oublié sur le pupitre en acajou alors qu'il faisait face au cirque médiatique et parlait directement avec son cœur brisé. « Quelqu'un quelque part à mes enfants », commença-t-il, la voix rauque d'émotion. Les lumières des caméras étaient impitoyables, soulignant chaque ride d'inquiétude sur son visage. 3 bébés garçons, 3 jumeaux identiques d'à peine 4 mois. Ils sont innocents, ils sont parfaits, et ils doivent rentrer à la maison. Il fit une pause, puisant sa force quelque part au fond de lui, comme un plongeur cherchant sa dernière bouffée d'air avant de replonger. Ils ont les plus beaux yeux, bleus que vous ayez jamais vus, et ils rient quand on leur chante une chanson. Gabriel a une tache de naissance en forme de fraise sur la cheville gauche. Michel est toujours le premier à s'endormir pendant les histoires du soir. Et Lucas, sa voix se brisa légèrement. Lucas a la poigne la plus forte de tous les bébés que j'ai connus. Quand il vous serre le doigt, c'est comme s'il s'accrochait à la vie elle-même. Les caméras capturèrent chaque émotion alors que Raphaël continuait, son sang-froid habituel d'homme d'affaires complètement abandonné, comme une carapace qui ne servait plus à rien. J'offre une récompense de 2 millions d'euros pour toute information menant à leur retour en toute sécurité, sans poser de questions. Peu importe qui les a pris ou pourquoi. Je veux juste mes fils à la maison, là où est leur place. Si vous êtes ému par cette histoire, commentez ci-dessous ce que vous feriez à la place de Raphaël. Votre avis nous intéresse et nous aimerions savoir comment vous géreriez cette situation impossible. Derrière les caméras, dans la foule de journalistes et de curieux, quelqu'un sourit froidement et s'éloigna silencieusement du chaos. L'homme ajusta son costume italien parfaitement coupé et monta dans une voiture noire aux vitres teintées qui l'attendait. Le jeu devenait beaucoup plus intéressant d'heure en heure et les enjeux venaient d'augmenter de manière significative. 3 jours à s'occuper seul de 3 bébés épuisaient le petit corps de Léa. Ses bras lui faisaient constamment mal à force de soulever les bébés, son dos protestait par des spasmes qui la forçaient à se mordre la lèvre pour ne pas pleurer. Et des ampoules se formaient sur ses mains à force de chauffer des biberons. Ses doigts étaient gercés et rouges à cause du contact constant avec l'eau et le savon improvisé. Elle dormait dans des positions étranges sur le sol dur de l'entrepôt, toujours avec au moins un bébé blotti contre sa poitrine, les 2 autres protégés par la chaleur de son petit corps.
Le sommeil venait par courtes périodes agitées, interrompues par des pleurs nocturnes et des cauchemars, où des hommes sombres emmenaient ses garçons. Ses ventes de fleurs étaient tombées à zéro. Elle ne pouvait pas laisser les bébés assez longtemps pour travailler à ses coins de rue habituels, où des hommes d'affaires pouvaient acheter des marguerites fanées par pitié ou par culpabilité. La faim était une présence constante, un loup affamé grognant dans son estomac. Mais quelque chose de beau se produisait aussi, quelque chose qui faisait que toute cette fatigue en valait la peine. Quelque chose qui remplissait le petit entrepôt de lumière, même les jours les plus gris. Si cette histoire vous touche au cœur, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de croire au pouvoir de l'amour. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune histoire inspirante comme celle-ci. Lucas avait commencé à tendre la main vers son visage quand elle le nourrissait, ses petits doigts explorant ses joues avec une douce curiosité. La sensation était comme des papillons se posant sur sa peau, délicate et magique. Michel faisait de doux gazouillis qui ressemblaient presque à maman, ce qui donnait à Léa l'impression que son cœur allait exploser de joie, un ballon d'espoir se gonflant dans sa poitrine. Et Gabriel la regardait avec ses incroyables yeux bleus, comme s'il comprenait chaque mot qu'elle disait, chaque promesse qu'elle faisait, chaque peur qu'elle essayait de cacher. Son regard était comme un rayon de soleil perçant des nuages épais. « Bonjour, mes beaux garçons », murmura-t-elle pendant leur rituel de tété à l'aube. Assise en tailleur sur le sol froid, avec des biberons disposés autour d'elle, comme une forteresse contre le monde extérieur. Aujourd'hui, nous devons être très malins. Notre argent pour la nourriture est presque épuisé. Ces 80 centimes s'étaient réduits à 15 centimes. Le lait en poudre durerait peut-être encore 2 jours si elle le diluait légèrement, ce qui la faisait se sentir coupable, mais semblait nécessaire pour survivre. Chaque goutte d'eau supplémentaire qu'elle ajoutait au mélange était comme une petite trahison envers les bébés qui lui faisaient confiance. Léa avait survécu à la faim auparavant. Elle avait passé des jours à ne manger que des croûtes de pizza jetées et la pomme occasionnelle jetée par des enfants difficiles. Le goût acide des fruits trop mûrs et le goût de carton des boîtes de pizza lui étaient familiers comme de vieux amis. Mais voir des bébés pleurer le ventre vide était insupportable, d'une manière qui lui serrait la poitrine de panique, comme si des cordes invisibles se resserraient autour de ses côtes. C'est alors qu'elle se souvint de Madame Rose. Madame Rose habitait dans l'immeuble en briques rouges, juste en face de l'entrepôt, et avait toujours été gentille avec Léa. Elle était âgée, vivait seule avec 3 gros chats et s'asseyait souvent sur son escalier de secours, nourrissant les animaux errants avec patience et gentillesse. L'odeur de ses biscuits à la cannelle flottait souvent par la fenêtre ouverte, torturant Léa avec des promesses de réconfort qui semblaient toujours hors de portée. Madame Rose avait donné du chocolat chaud à Léa une fois pendant une tempête d'hiver particulièrement brutale, sans poser de questions sur la raison pour laquelle une petite fille errait seule dans les rues. Ses mains noueuses avaient tenu la tasse fumante avec la même fermeté douce avec laquelle Léa tenait maintenant les bébés. Léa passa 1 heure à nettoyer les bébés et elle-même du mieux qu'elle pouvait, avec de l'eau froide et des serviettes en papier qu'elle avait trouvées dans les toilettes de l'entrepôt. L'eau glacée lui faisait mal aux doigts, mais elle frotta chaque petit doigt et pli de peau avec dévouement. Elle démêla ses cheveux avec ses doigts jusqu'à ce que les nœuds cèdent sous sa détermination et nettoya le visage des bébés jusqu'à ce qu'ils aient l'air présentables, leurs joues roses brillant comme de petites pêches. Son cœur battait comme un tambour, alors qu'elle les portait prudemment à travers la rue animée, priant pour que Madame Rose soit à la maison et prête à l'aider. Le poids combiné des 3 bébés faisait trembler ses bras d'épuisement, mais elle refusait d'abandonner. « Léa, mon Dieu, mon enfant, je me demandais où tu avais disparu ces derniers jours. » Les yeux de Madame Rose s'écarquillèrent de façon spectaculaire quand elle vit les bébés blottis dans les bras de Léa. L'odeur de café fraîchement moulu et de pain fait maison s'échappait de l'appartement, faisant gargouiller bruyamment l'estomac de Léa. « Mon Dieu, d'où viennent ces petits anges? S'il vous plaît, n'appelez personne, » dit rapidement Léa, les mots sortant dans un flot de désespoir. « Ils sont ma responsabilité maintenant. Je les ai trouvés abandonnés et effrayés, et je ne pouvais pas les laisser. Mais j'ai besoin d'aide. Je ne sais pas ce que je fais. » Quelque chose dans la voix de Léa, peut-être la protectivité féroce mêlée à une terreur sincère, a dû convaincre Madame Rose, car au lieu de poser des questions difficiles ou de prendre le téléphone, elle a simplement ouvert la porte plus grand et les a invités à entrer.
la chaleur de l'appartement enveloppant Léa comme une étreinte attendue depuis longtemps. « Entre, ma chérie. On va nourrir ces petits correctement et voir ce qu'il en est. » L'appartement de Madame Rose était chaud et sentait les biscuits et le désodorisant à la lavande. L'arôme doux et floral fit monter des larmes inexplicables aux yeux de Léa. Des photographies dans des cadres en argent couvraient les murs, souvenirs d'une vie longue et bien vécue. Madame Rose se déplaçait avec une efficacité surprenante pour quelqu'un de 70 ans, chauffant les biberons à la température parfaite et installant les bébés dans des lits improvisés et utilisant des coussins moelleux du canapé et des torchons propres qui sentaient l'adoucissant et la sécurité. Ces 3 chats, Monsieur Moustache, Princesse et Gros Tony, observèrent les procédures avec une curiosité féline typique, leurs yeux jaunes clignant lentement, alors qu'ils évaluaient les nouveaux visiteurs bruyants. Mais ils gardèrent leur distance, leur queue se balançant paresseusement. « Maintenant, dit-elle doucement, une fois que les 3 bébés furent contents et nourris, leurs petits ventres ronds comme de petites lunes, je suppose que tu vas me raconter comment une fille de 7 ans se retrouve avec 3 bébés identiques qui viennent clairement d'une famille riche. » Léa raconta tout. Sa découverte dans le parc ce vendredi-là, le panier cher, la note mystérieuse qu'elle ne pouvait toujours pas lire entièrement, la façon dont personne n'était venu les chercher dans les endroits évidents. Sa voix tremblait parfois, mais la chaleur de l'appartement et la gentillesse de Madame Rose l'encourageaient à continuer. Madame Rose l'écouta sans jugement, posant parfois des questions douces qui aidaient Léa à se souvenir de détails qu'elle avait oubliés dans sa panique. Le doux tic-tac de l'horloge murale marquait le temps qui passait. Tandis qu'à l'extérieur de la fenêtre, la ville continuait sa routine frénétique, inconsciente du drame qui se déroulait dans le petit appartement. « Mon enfant, ces bébés, ce ne sont pas des trouvailles ordinaires, » dit finalement Madame Rose, étudiant leurs beaux vêtements et la qualité évidente de tout ce avec quoi ils avaient été laissés. Ses doigts caressaient le tissu doux de la couverture, évaluant sa valeur d'un œil expert. Quelqu'un de très riche a perdu ses enfants, quelqu'un avec assez d'argent pour chercher partout. Ça veut dire que je dois les rendre ? Je demanda Léa, des larmes menaçant de couler sur ses joues. La pensée de perdre Gabriel, Michel et Lucas lui donnait l'impression qu'on lui arrachait le cœur à main nue. Madame Rose resta silencieuse un long moment, étudiant le visage de Léa, avec des yeux sages qui avaient vu des décennies de complications de la vie. Les rides sur son visage étaient comme une carte d'expérience, chaque ligne racontant une histoire de joie ou de douleur. Ça veut dire, ma douce enfant, que nous devons être très prudentes sur ce que nous allons faire ensuite. Si vous pensez que l'histoire va prendre un tournant surprenant, laissez votre prédiction dans les commentaires. Ce qui va suivre va vous couper le souffle. L'annonce de la récompense de 2 millions d'euros changea tout du jour au lendemain. Dans les heures qui suivirent la conférence de presse, les lignes téléphoniques de Raphaël Moreau furent inondées de centaines d'appels de tout le pays. Les téléphones n'arrêtèrent pas de sonner. Le son strident comme une torture constante qui mêlait espoir et déception à doses égales. La plupart étaient de fausses pistes. Des gens désespérés espérant de l'argent facile, prétendant avoir vu des triplés dans des endroits impossibles comme Marseille ou Lille. Des histoires fabriquées avec des détails trop artificiels pour être crédibles. Mais l'inspecteur Dubois insista pour qu'ils enquêtent sur chaque appel, aussi improbable soit-il. Ses cernes profonds trahissaient des nuits blanches, mais sa détermination ne faiblissait pas. « Monsieur Moreau, nous devons discuter immédiatement des mesures de sécurité, » dit Dubois lors de leur réunion d'urgence matinale au bureau de Raphaël. L'arôme de café fort imprégnait la pièce, la seule chose qui maintenait tout le monde fonctionnel à ce stade. Si quelqu'un a vraiment vos enfants, cette récompense les rend extrêmement précieux. Cela peut jouer en notre faveur, mais cela met aussi les enfants en danger encore plus grand. Raphaël écouta à peine les préoccupations de sécurité de l'inspecteur. Il étudiait les photographies que son enquêteur privé avait compilées pendant la nuit. Le bruit des pages tournées était comme du papier de verre sur ses nerfs à vif. Chaque lieu possible où l'on pourrait cacher 3 bébés dans la région métropolitaine, des bâtiments abandonnés, des campements de sans-abri, des motels miteux, même des maisons de banlieue, où les voisins pourraient ne pas poser de questions sur des bébés qui pleurent. La ville semblait soudainement incroyablement vaste, un labyrinthe infini où 3 petites vies pouvaient être cachées dans n'importe quel coin sombre. Et cette femme qui a signalé avoir vu un panier inhabituel au parc de la Rivière ce matin-là,
demanda soudain Raphaël, son doigt s'arrêtant sur un rapport de police. Le papier trembla légèrement sous son toucher. La joggeuse, Madame Marie, 62 ans, professeure à la retraite. Elle court le même parcours tous les matins, à 6 heures. Elle a dit avoir vu une jeune fille portant quelque chose de lourd depuis la direction de la fontaine, mais il n'y a pas beaucoup pensé sur le moment. La description était vague. Petite, maigre, probablement sans abri, portant ce qui ressemblait à un grand panier ou un grand sac. Une enfant. Raphaël sentit quelque chose de froid et de tranchant s'installer dans son estomac, comme une lame de glace. Quelqu'un a donné mes fils à une enfant des rues. Ce n'est qu'une piste parmi des centaines, monsieur. Ça pourrait n'être rien. L'imagination de quelqu'un qui s'emballe à cause de l'argent de la récompense. Mais l'instinct des affaires de Raphaël, le même instinct qui avait bâti son empire, lui disait le contraire. Cela semblait différent, réel. Son estomac se serra avec une certitude qu'il ne pouvait expliquer. Il pensa à sa propre enfance avant que les brevets technologiques de son père ne les rendent riches. Les nuits où il avait faim, l'appartement exigu qu'il partageait. La façon dont les adultes regardaient à travers les enfants sans abri, comme s'ils étaient invisibles, comme s'ils n'appartenaient pas. Je veux des équipes de surveillance dans chaque campement de sans-abri connu de la ville. Vérifier les bâtiments abandonnés, les endroits où les enfants des rues se cachent. Il se leva. Son énergie renouvelée par cette possibilité, aussi mince soit-elle, et du bois. La voix de Raphaël se durcit de détermination, le ton que ses dirigeants connaissaient bien. Si quelqu'un utilise un enfant pour cacher mes fils, ils ont rendu cela personnel d'une manière qu'ils ne peuvent pas imaginer. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, une berline noire aux vitres teintées se gara devant l'épicerie de Madame Kim. Le moteur ronronnait doucement, comme un prédateur patient, attendant le moment parfait pour frapper. Les occupants suivaient les rapports d'achats inhabituels de lait pour bébés dans la région. De grandes quantités achetées par quelqu'un qui ne correspondait pas au profil client typique. Pas d'enregistrement de grossesse récente. Pas de bébé connu. Madame Kim avait mentionné la jeune fille qui achetait du lait en poudre depuis plusieurs jours, payant toujours avec des billets froissés et de petites pièces, toujours nerveuse, toujours pressée, les yeux vérifiant constamment la porte, comme si elle s'attendait à un danger à tout moment. La description correspondait à d'autres rapports de la région. Une petite fille maigre, vue portant des objets lourds, se déplaçant dans le quartier comme si elle essayait de rester invisible, comme une ombre parmi des ombres plus grandes. Le passager de la berline passa un appel à un numéro qui ne figurait dans aucun annuaire. Le téléphone ne sonna qu'une fois avant d'être décroché. « Nous les avons peut-être trouvés », dit une voix froide et professionnelle comme de l'acier poli. La fille correspond à plusieurs descriptions de témoins. Elle achète du lait en poudre et des fournitures pour bébés dans le quartier de Belleville. De l'autre côté de la ligne, un bref silence. Puis une réponse tout aussi calculée. Envoyez l'équipe de récupération pour fouiller cette zone en quadrillage. Une pause significative, comme une respiration retenue avant un plongeon profond. Et la fille, elle a rempli son rôle. Réglez ça discrètement. La ligne se coupa et de l'autre côté de la ville, Raphaël Moreau continua sa recherche désespérée, ignorant que les personnes même qui avaient pris ses enfants resserraient maintenant l'étau sur la courageuse petite fille qui était devenue leur protectrice inattendue. Madame, Rose avait été une bénédiction, mais même sa gentillesse et son expérience ne pouvaient résoudre les problèmes croissants qui s'accumulaient comme des nuages d'orage à l'horizon. Les bébés prospéraient sous des soins appropriés, prenant du poids, dormant mieux, développant des personnalités distinctes qui faisaient que Léa les aimait encore plus. Le son de leur rire était une musique à ses oreilles, chaque sourire un trésor qu'elle gardait dans son cœur. Mais elle savait qu'il ne pouvait pas se cacher éternellement dans le petit appartement de la vieille dame. 3 bébés identiques étaient mémorables. Le genre de choses que les gens commentent, qui éveillent la curiosité, qui génèrent des questions auxquelles ni Léa ni Madame Rose ne voulèrent répondre. Et les gens du quartier commençaient à remarquer une activité inhabituelle. Des voisins qui regardaient à 2 fois en passant, des commerçants locaux qui posèrent des questions sur les pleurs de bébés entendus la nuit, des étrangers qui s'attardèrent trop longtemps à observer l'immeuble. Ils deviennent plus forts chaque jour, observa Madame Rose, regardant Gabriel essayer de se retourner sur le tapis moelleux pendant que ses frères regardaient avec intérêt. Le soleil de l'après-midi créait des halos dorés autour de leurs petites têtes. Et plus remarquable, 3 bébés identiques,
avec ses yeux bleus incroyables. Les gens s'en souviennent, ils en parlent. Léa hocha la tête, l'anxiété grandissant dans sa poitrine comme un poids physique, une pierre de plus en plus grosse qui rendait sa respiration difficile. Elle avait remarqué plus d'étrangers dans le quartier dernièrement. Des gens qui n'appartenaient pas, qui marchaient trop lentement, qui posaient des questions trop désinvoltes sur les enfants sans abri et les observations inhabituelles. Des hommes en costume qui prétendaient être des assistants sociaux, mais qui ne portaient pas la bonne carte d'identité. L'éclat de leurs boutons de manchette et de leurs montres chères contredisant leurs affirmations. Des femmes qui disaient être des services à l'enfance, mais qui posaient des questions étranges sur les achats de lait pour bébés. Leurs yeux trop calculateurs pour être ceux de véritables assistantes sociales. Madame Rose. Et si leur vraie famille était des gens méchants? Léa se débattait avec cette question depuis des jours, les mots lourds sur sa langue. Et si c'est pour ça que quelqu'un les a laissés dans le parc? La femme âgée resta silencieuse un moment, ses mains calleuses caressant doucement Michel, alors qu'il somnolait paisiblement sur ses genoux. Le tic-tac de l'horloge au mur marquait le temps qui leur échappait. Parfois, mon enfant, les familles sont compliquées. Les gens font des erreurs, ou les circonstances forcent des choix impossibles. Sa voix portait le poids de ses propres souvenirs, des histoires non racontées que Léa ne pouvait qu'imaginer. Mais ces bébés, regarde leurs vêtements, leur santé avant que tu ne les trouves, le panier cher dans lequel ils ont été laissés. Quelqu'un les aimait beaucoup et voulait qu'ils soient trouvés par quelqu'un qui s'en soucie. Cet après-midi-là, alors que Madame Rose somnolait dans son fauteuil, le son de sa respiration lente se mêlant au ronronnement content de Monsieur Moustache, et que les bébés dormaient paisiblement dans leur nurserie improvisée, Léa décida de s'aventurer pour acheter des provisions. Ils avaient besoin de plus de lait et de plus de couches. Et Madame Rose était à court du savon spécial pour bébé, qu'elle avait insisté pour acheter, quelque chose de doux avec de l'extrait de camomille qui laissait les bébés sentir les champs, d'été et la sécurité. Léa était à 3 rue de l'épicerie quand elle remarqua l'homme qui la suivait. Il essayait d'être subtil, restant à une demi-rue derrière, faisant semblant de regarder les vitrines des magasins tout en la gardant en vue. Mais Léa avait développé des instincts aiguisés pour le danger pendant son temps dans la rue. Elle pouvait sentir des yeux sur son dos, comme de petites aiguilles perçant sa peau. Quand elle tourna brusquement dans une ruelle entre 2 bâtiments, il accéléra le pas, le son de ses chaussures chères contre le pavé comme un avertissement. Quand elle revint vers la rue principale, il parlait urgemment au téléphone, ses yeux ne quittant jamais sa petite silhouette. La panique inonda son système comme de l'eau glacée. Son cœur battait si fort qu'elle pouvait l'entendre dans ses oreilles, étouffant les bruits de la ville autour d'elle. Sans réfléchir clairement, elle courut. L'homme la poursuivit à travers le labyrinthe des rues du centre-ville, mais Léa connaissait chaque raccourci, chaque cachette, chaque escalier de secours et entrée de sous-sol qui pouvait fournir un sanctuaire. Le goût métallique de la peur remplissait sa bouche pendant qu'elle courait, ses poumons brûlants d'effort. Elle plongea dans une entrée de métro, se faufila à travers des foules de voyageurs de l'après-midi et, finalement, le perdit dans le chaos du quartier commerçant, où des centaines de personnes se déplaçaient dans différentes directions. Un courant humain qui l'emporta loin du danger immédiat. Quand elle revint à l'immeuble de Madame Rose, 40 minutes plus tard, essoufflée et terrifiée, elle vit quelque chose qui lui glaça le sang dans les veines. Une berline noire était garée juste devant. Le même type de voiture qu'elle avait remarqué la suivre quelques jours plus tôt. Les vitres teintées reflétaient le soleil couchant, cachant les occupants, mais pas le danger qu'ils représentaient. À travers la fenêtre du 3e étage de Madame Rose, elle pouvait voir des silhouettes, de grandes silhouettes, qui n'étaient certainement pas la vieille dame. Des étrangers étaient dans son refuge, près de ses bébés, et elle ne pouvait pas les atteindre. Les mains de Léa tremblaient violemment alors qu'elle réalisait la terrible vérité. Quelqu'un savait pour les bébés. Ils avaient été trouvés et ils étaient dangereusement proches. De l'ombre de l'autre côté de la rue, cachée derrière une benne à ordures dans la ruelle, elle regarda et attendit, son cœur se brisant, alors qu'elle entendait un de ses garçons pleurer à l'intérieur de l'appartement où elle ne pouvait pas les atteindre. Le cri de Gabriel. Elle savait que c'était Gabriel, car il pleurait toujours plus fort quand il avait peur ou faim. Sa plainte particulière qu'elle avait appris à reconnaître, comme une mère reconnaîtrait l'appel spécifique de son enfant parmi 1000,
autres. La chasse les avait finalement trouvés, et Léa ne s'était jamais sentie aussi impuissante ou seule de toute sa courte vie. Pensez-vous que Léa parviendra à sauver les bébés? Laissez votre réponse dans les commentaires et activez la cloche pour savoir ce qui se passe ensuite. Ce n'est que la partie émergée de l'iceberg de cette histoire incroyable. Léa resta accroupie derrière la benne à ordures pendant ce qui sembla des heures, regardant la berline noire et écoutant ses bébés pleurer à l'intérieur de l'appartement de Madame Rose. Chaque sanglot était comme un couteau dans son cœur. L'odeur des ordures et de l'eau stagnante autour d'elle était nauséabonde, mais elle la remarquait à peine, toute son attention concentrée sur le drame qui se déroulait au-dessus. Des rats courèrent parfois près de ses pieds, leurs petites griffes grattant le béton, mais même cela ne la distrayait pas de sa veille désespérée. Chaque instinct lui criait de courir là-haut et de les protéger, mais elle savait que tomber dans ce piège n'aiderait personne. Le son des cris terrifiés de Gabriel lui transperçait le cœur comme du verre brisé, et elle dut se mordre la main pour ne pas pleurer en réponse, le goût de la saleté et du sang se mêlant sur sa langue. La nuit d'automne devenait plus froide, le mince manteau de Léa offrant peu de protection contre le vent qui s'engouffrait dans la ruelle. La température chutait avec le soleil, apportant une humidité pénétrante qui semblait atteindre ses os. Son estomac se tordait de faim. Elle n'avait rien mangé depuis le sandwich partagé de la veille avec Madame Rose. Mais l'inconfort physique ne signifiait rien comparé à l'agonie d'entendre ses garçons en danger. Quand l'obscurité tomba complètement, elle les vit emporter Madame Rose sur une civière. La vieille dame semblait inconsciente, mais respirait, ses cheveux gris en désordre, et un pansement visible sur son front, le blanc propre contrastant avec des taches sombres que Léa priait ne pas être du sang. Le cœur de Léa se serra de culpabilité. Madame Rose était blessée, parce qu'elle avait essayé de les aider, parce qu'elle avait montré de la gentillesse à une enfant sans abri et à 3 bébés mystérieux. Une autre personne qui souffrait à cause d'elle pour être entrée dans sa vie compliquée et dangereuse. Puis vint le moment qui changea tout. À travers la fenêtre de l'appartement, éclairée par la dure lumière fluorescente, elle vit un grand homme en costume sombre, tenant Gabriel brutalement par son petit corps. Le bébé n'était qu'en couche, son petit corps vulnérable tremblant dans l'air froid de l'appartement. Même de l'autre côté de la rue, elle pouvait entendre les cris terrifiés de son petit garçon, le son perçant la nuit comme une sirène d'alarme. Elle pouvait voir comment l'homme traitait Gabriel comme une marchandise plutôt que comme un enfant précieux et fragile qui avait besoin de douceur et d'amour. Les mouvements de l'homme étaient impatients, professionnels, dépourvus de toute reconnaissance qu'il avait affaire à un être humain. Ses gestes étaient mécaniques, comme s'il manipulait un paquet plutôt qu'une vie. Comme Gabriel continuait de pleurer, l'homme le secoua légèrement, marmonnant quelque chose que Léa ne pouvait pas entendre, mais dont le ton était indubitablement menaçant. Les pleurs de Gabriel devinrent encore plus désespérés, son petit visage tordu de terreur pure. C'est alors que Léa remarqua quelque chose que les ravisseurs avaient manqué dans leur précipitation. L'escalier de secours de Madame Rose se trouvait à l'arrière du bâtiment, caché à leur vue par l'architecture de la vieille structure en briques. La vieille dame le lui avait montré quelques jours plus tôt, mentionnant que c'est comme ça qu'elle s'était échappée d'un incendie de cuisine des années auparavant, quand son mari était encore en vie et qu'ils étaient les plus jeunes. « Ça reste toujours une issue de secours, petite », avait-elle dit avec un sourire conspirateur. « La vie a des façons de nous coincer quand on s'y attend le moins. » Léa attendit de voir 2 des hommes partir dans une voiture séparée, emmenant vraisemblablement Madame Rose quelque part, espérons-le à un hôpital où elle pourrait recevoir de l'aide, bien que Léa craignît qu'ils aient des intentions plus sombres. Cela laissait au moins 2 hommes dans l'appartement avec ses bébés. Ce n'était pas de grande chance pour une fille de 7 ans, mais c'était mieux que d'affronter une équipe complète de professionnels armés. Elle se glissa dans la ruelle derrière le bâtiment, utilisant des compétences qu'elle avait développées pendant 2 ans à éviter d'être détectée par les policiers, les assistants sociaux et le prédateur occasionnel qui voyaient les enfants sans abri comme des cibles faciles. Son corps petit et agile était un avantage maintenant, lui permettant de se déplacer dans des espaces que les adultes ne remarqueraient même pas. L'escalier de secours était vieux et rouillé, mais structurellement solide. Léa grimpa avec un silence exercé, ses pieds nus trouvant appui sur la grille métallique, malgré le froid qui engourdissait ses orteils et la rouille qui égratignait sa peau comme du papier de verre grossier.
La fenêtre de la chambre de Madame Rose était déverrouillée. La vieille dame avait mentionné qu'elle ne s'inquiétait jamais des voleurs au 3e étage, disant que quiconque assez athlétique pour monter si haut avait probablement plus besoin de ce qu'il pouvait voler qu'elle. À l'intérieur, Léa pouvait entendre des voix venant du salon, froides et pragmatiques, coupant l'air comme des lames de rasoir. Le patron les veut déplacer ce soir. La récompense de Moreau attire trop l'attention de la police et des médias. Et la fille, elle a vu nos visages. Elle est au courant de l'opération. Les ordres sont d'éliminer tout témoin. Elle a rempli son rôle en les gardant en vie, mais maintenant c'est un passif. Le sang de Léa se transforma en eau glacée dans ses veines. Il n'emmenait pas seulement les bébés. Il prévoyait de la tuer. Mais pourquoi? Si c'était pour une rançon de parents riches, pourquoi assassiner une enfant sans abri dont personne ne remarquerait l'absence? Que pouvait-elle bien savoir qui la rendait dangereuse pour eux? Elle rampa vers le salon, restant basse derrière les meubles de Madame Rose. Un canapé usé recouvert de napperons au crochet dans des tons de bleu et de jaune, une table basse empilée de livres de bibliothèque sur le jardinage et la cuisine, de vieux magazines soigneusement rangés en une pile précise. À travers la porte, elle pouvait voir Lucas et Michel dans leur panier en osier, tous deux pleurant frénétiquement, leurs petits visages rouges d'angoisse et de confusion. Le son était comme des couteaux dans ses oreilles. Mais elle se força à rester cachée. Gabriel était tenu par un homme aux yeux froids et aux chaussures chères, qui coûtait probablement plus que ce que la plupart des gens gagnaient en un mois. Du cuir italien brillant, qui n'avait jamais connu la boue ou le travail acharné. La prise de l'homme était trop serrée, trop négligente, traitant son précieux garçon comme un objet plutôt qu'un enfant. « Calme-toi », grogna l'homme avec impatience, ajustant sa montre en or avec sa main libre. Les sédatifs devraient agir plus vite sur des bébés de cette taille. Des sédatifs. Il droguait ces bébés, empoisonnant les enfants innocents qu'elle s'était tant battue pour protéger et nourrir. Léa n'avait jamais ressenti une telle colère auparavant. Elle brûlait à travers son petit corps comme du feu liquide, lui faisant oublier la peur, oublier les chances impossibles, oublier tout sauf la protection des enfants qu'elle aimait plus que sa propre vie. Ces hommes avaient blessé Madame Rose, terrorisé ses bébés, et maintenant ils prévoyaient de les droguer et de la tuer. L'injustice de tout cela fit changer quelque chose en elle, une transformation de proie en prédatrice. Madame Rose gardait un lourd vase en céramique sur la commode de sa chambre, un cadeau de mariage de son défunt mari, peint de rose et rempli de fleurs séchées de son jardin de fenêtres. Le parfum des fleurs, même fanées, rappelait à Léa des jours meilleurs, de la beauté trouvée dans des endroits improbables. Léa le saisit à 2 mains, surprise par son poids, mais déterminée à utiliser n'importe quelle arme qu'elle pouvait trouver. Le vase était froid et rugueux contre ses paumes, substantiel comme une promesse. « Monsieur, nous devrions les déplacer maintenant. Trop de gens dans cet immeuble ont entendu les pleurs plus tôt. Quelqu'un pourrait appeler la police. » Très bien. Chargez-les dans la camionnette et continuez à chercher ce rat des rues. Elle n'a pas pu aller loin à pied. L'homme, tenant Gabriel, se tourna pour passer le bébé à son partenaire, donnant enfin à Léa l'ouverture qu'elle attendait. Elle frappa avec chaque once de force de son petit corps, canalisant tout son amour et sa peur, en un seul mouvement désespéré. Le vase se brisa contre le crâne de l'homme avec un bruit de tonnerre, des éclats de céramique volant comme des éclats d'obus, l'envoyant s'écraser sur la table basse de Madame Rose. Des livres et des tasses à thé volèrent dans les airs, et Gabriel tomba de ses bras avec un cri effrayé. Mais Léa était déjà en mouvement, attrapant son petit garçon avant qu'il ne puisse toucher le sol. Ses réflexes, aiguisés par des années de survie dans la rue, n'avaient jamais été aussi précis. Le deuxième homme se retourna, cherchant quelque chose dans sa veste, probablement une arme. Son visage un masque de surprise qui se transforma rapidement en détermination froide. « La fille, elle est là. La cible est dans le bâtiment », cria-t-il dans une petite radio attachée à son col, sa voix coupant l'appartement comme un rasoir. Mais Léa courait déjà. Elle attrapa le panier, contenant Lucas et Michel, avec son bras libre, et se précipita vers la fenêtre de la chambre, son cœur battant si fort qu'elle pouvait l'entendre par-dessus tout le reste. Un battement de guerre dans ses oreilles. « Arrête-toi tout de suite ou je tire !» cria l'homme, mais Léa ne se retourna pas. Des coups de feu éclatèrent derrière elle alors que Léa plongeait par la fenêtre sur l'escalier de secours.
Le verre se brisa autour d'elle, comme une pluie mortelle, et une balle siffla près de sa tête, assez près pour qu'elle sente le déplacement d'air, le doux sifflement comme un murmure de la mort. Mais elle continua à bouger, s'accrochant aux 3 bébés, alors qu'elle descendait les marches en métal à une vitesse désespérée, ses pieds nus trouvant appui là où des adultes auraient glissé et chuté. Elle atteignit la ruelle en courant, ses jambes maigres la portant, elle et les bébés, vers le labyrinthe des rues du centre-ville, où elle connaissait chaque cachette, chaque raccourci, chaque issue de secours qui pourrait leur sauver la vie. Derrière elle, elle entendit des portières de voitures claquer et des moteurs vrombir avec urgence. Des pneus crissèrent contre l'asphalte et des voix criaient des ordres en code. La lumière de puissantes lampes de poche commença à balayer la ruelle, comme des doigts lumineux essayant de la saisir. La poursuite était lancée et cette fois, c'était une question de vie ou de mort pour eux tous. Si votre cœur bat aussi vite que le nôtre, laissez un like pour donner de la force à Léa dans cette fuite désespérée. Vous n'allez pas croire ce qui va suivre. L'inspecteur Dubois fit irruption dans le bureau de Raphaël à 2h43 du matin, son visage sombre d'épuisement et du poids de nouvelles révélations qui allaient tout changer. Il travaillait sur l'affaire depuis 72 heures d'affilée, survivant au café et à la détermination, suivant des pistes qui semblaient sans issue jusqu'à ce soir. L'odeur de son eau de Cologne bon marché, mêlée de sueur et de désinfectant d'hôpital, précéda son arrivée. Une odeur que Raphaël associait déjà aux mauvaises nouvelles et aux espoirs déçus. « Nous avons trouvé quelque chose », annonça Dubois sans préambule, jetant un dossier sur la table en acajou poli. L'appartement de Madame Rose, rue Carnot. Il y a eu une lutte. Du sang éclaboussé sur les murs, des meubles cassés et des voisins signalant des coups de feu vers minuit. Raphaël fut instantanément alerte, sa fatigue oubliée, alors que l'adrénaline inondait son système comme une drogue puissante. Il était assis dans son fauteuil de bureau depuis des heures, fixant des photographies de ses fils disparus, priant pour n'importe quelle nouvelle qui pourrait les ramener à la maison. « Mes fils ?» il avait presque peur de demander. « Ils étaient là ? Nous avons trouvé des biberons, des vêtements de bébé, des jouets qui correspondent aux descriptions du moment de leur disparition. » Dubois parlait vite, les mots sortant dans un flot urgent. Quelqu'un s'occupait d'eux correctement, les nourrissait, les gardait propres, les traitait avec amour. Dubois posa un sac de preuves transparent sur la table, contenant un morceau de papier qui coupa le souffle à Raphaël. Le papier était froissé et taché, mais sans équivoque, et nous avons trouvé ça. C'était la note du panier en osier d'origine. Les mots écrits à la main par la mère des triplés avant l'accident, ses dernières instructions désespérées au cas où quelque chose tournerait mal. Mais maintenant, Raphaël pouvait voir quelque chose qui faisait battre son cœur avec de nouvelles possibilités. Dans le coin, à peine visible sous l'éclairage amélioré du laboratoire, se trouvait une empreinte digitale partielle qui n'était pas là lorsque les bébés ont été pris sur les lieux de l'accident. Une petite marque qui changeait tout. Cette empreinte appartient à une fillette de 7 ans nommée Léa Martin, continua Dubois, son ton professionnel ne parvenant pas à cacher complètement l'admiration dans sa voix. Officiellement, elle n'existe dans aucun système gouvernemental. Pas de dossier familial, pas d'adresse, pas d'inscription scolaire. Elle vit dans la rue depuis au moins 2 ans, complètement invisible pour les services sociaux. Dubois fit une pause, passant une main dans ses cheveux grisonnants d'un geste las. Mais Raphaël Dubois fit une pause, sa voix prenant un ton inhabituel, presque révérencieux. Les voisins l'ont décrite très différemment de ce à quoi nous nous attendions. Que voulez-vous dire ? Demanda Raphaël se penchant en avant. Bien que quelque chose dans sa poitrine commençait déjà à espérer, une petite chaleur qui grandissait là où il n'y avait eu que de la glace et du désespoir. Elle ne travaillait pas avec les ravisseurs, dit Dubois, regardant Raphaël droit dans les yeux. Selon Madame Rose, la vieille dame qui l'aidait, cette petite fille a trouvé les bébés abandonnés au parc de la rivière et s'occupe d'eux comme s'ils étaient sa propre famille. La voix de Dubois devint plus basse, comme s'il racontait quelque chose de sacré. Elle s'est battue contre des hommes armés ce soir pour les sauver. Elle a utilisé un vase en céramique comme arme contre des professionnels avec des pistolets automatiques. La dame du 302 a dit avoir vu une petite enfant descendre l'escalier de secours avec 3 bébés pendant que des hommes lui tirèrent dessus. Raphaël sentit le monde changer autour de lui, sa compréhension de toute la situation se remodelant comme de l'argile sous des mains habiles. L'air semblait soudain plus léger, plus facile à respirer.
Vous me dites qu'une enfant sans abri élève mes fils, les protège? Pas seulement élever, insista Dubois. Risquer sa vie pour eux à plusieurs reprises. Le sang dans l'appartement appartient à l'un des ravisseurs. Une petite fille, pesant peut-être 25 kilos, s'est battue contre des criminels entraînés, avec rien d'autre que du courage et de l'amour pour des enfants qu'elle n'avait jamais rencontrés avant une semaine. Raphaël se leva brusquement, se dirigeant vers ces baies vitrées où les lumières de la ville se brouillaient entraînées d'or et de blanc. La ville semblait différente maintenant. Non plus un labyrinthe hostile cachant ses enfants, mais un endroit où des miracles pouvaient se produire, où une enfant abandonnée pouvait devenir une héroïne improbable. Quelque part là-dehors, une fillette de 7 ans courait dans des rues dangereuses avec ses fils, poursuivis par des assassins. Et c'était de sa faute. Sa récompense de 2 millions d'euros avait peint une cible sur son dos, fait d'elle un passif qui devait être éliminé. « Monsieur, il y a plus, » dit Dubois, sa voix lourde d'implication comme un ciel avant la tempête. « Nous avons tracé les signaux de communication des ravisseurs en utilisant l'équipement que la BRI a apporté. Ce ne sont pas des criminels au hasard cherchant une rançon. C'est professionnel, extrêmement bien financé. Et quelqu'un planifie cette opération depuis des mois, peut-être des années. « Qui ?» demanda Raphaël, bien qu'il commençât à soupçonner que la réponse détruirait tout ce qu'il pensait savoir sur sa vie. Un soupçon glacial se formait dans son esprit, comme un cristal de glace se développant dans l'eau froide. « Nous pensons que c'est lié à vos affaires, mais pas de la manière que vous attendez. Quelqu'un qui veut vous faire du mal spécifiquement, pas seulement voler de l'argent. Les enfants n'étaient jamais destinés à être rançonnés. Ils devaient disparaître de façon permanente, et l'accident de voiture était prévu pour éliminer tout le problème. » Les mains de Raphaël se crispèrent en poing alors qu'il traitait cette information. Ses doigts s'enfoncèrent dans ses paumes avec une force suffisante pour laisser des marques en forme de croissant sur la peau. Son empire commercial lui avait fait des ennemis, des concurrents qu'il avait surclassés en stratégie, des affaires qu'il avait gagnées grâce à des tactiques supérieures et parfois impitoyables. Mais il n'avait jamais imaginé que quelqu'un viserait ses enfants innocents, sa propre chair et son propre sang. Et la fille, pouvons-nous la trouver avant qu'il ne la trouve? Elle connaît ces rues mieux que n'importe qui dans mes forces. Si elle ne veut pas être trouvée, elle ne le sera pas. Dubois secoua la tête, un respect évident sur son visage fatigué. Elle a survécu 2 ans, seule elle a appris chaque cachette, chaque issue de secours. Mais Dubois le regarda droit dans les yeux, une intensité dans son regard qui retenait l'attention. Elle n'est pas l'ennemi ici. Cette petite fille a été la seule chose entre vos fils, et ce que ces gens veulent vraiment. Raphaël pensa à Béatrice, toujours inconsciente dans l'unité de soins intensifs de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, et ressentit une vague de protection pour cet enfant inconnu qui avait endossé le rôle de mère lorsque son monde s'était effondré autour d'elle. Son cœur se serra d'une émotion qu'il ne pouvait nommer. Gratitude, admiration et quelque chose de plus profond. Doublez la récompense, dit-il calmement, sa voix pleine d'une nouvelle détermination. Mais pas pour des informations sur les enfants, pour ramener cette petite fille à la maison en toute sécurité avec mes fils. Elle fait partie de ma famille maintenant, qu'elle le sache ou non. Dubois hocha gravement la tête, attrapant déjà sa radio pour coordonner la recherche élargie. Ses doigts se déplaçaient avec une urgence renouvelée sur les boutons. « Monsieur, nous devons agir vite. Ces gens ne laissent pas de traces. Ils essaieront d'éliminer à la fois les enfants et leurs protectrices avant l'aube. Et ils ont des ressources que nous essayons encore de comprendre. » Raphaël prit son manteau et se dirigea vers la porte, l'adrénaline guidant chacun de ses mouvements. « Alors nous ferions mieux de les trouver en premier. Si vous êtes au bord de votre siège en attendant de voir ce qui se passe ensuite, laissez votre réaction dans les commentaires. Nous arrivons au point culminant de cette histoire incroyable, qui prouve que la famille va bien au-delà des liens du sang. » Léa courut jusqu'à ce que ses poumons brûlent comme du feu et que ses jambes tremblent d'un épuisement qui menaçait de la faire s'effondrer sur le pavé. Chaque respiration était comme inhaler des lames, l'air froid de l'aube lui coupant la gorge et la poitrine. Les bébés avaient enfin cessé de pleurer, submergés par la terreur et la confusion, jusqu'à tomber dans le sommeil de l'épuisement émotionnel. Leur silence l'inquiétait presque autant que leurs pleurs. C'était contre nature, comme si leur petit corps savait qu'ils devaient rester silencieux pour survivre. Mais leur poids combiné devenait plus lourd à chaque rue qu'elles parcouraient, comme si la gravité augmentait progressivement. Les bras de Léa tremblèrent d'effort
ses muscles protestant contre la charge impossible. Elle plongea dans un tunnel de métro abandonné qu'elle avait utilisé comme abri pendant les nuits d'hiver particulièrement rudes lorsque la température descendait en dessous de zéro. L'odeur d'humidité, de moisissure et d'urine humaine l'accueillit comme un vieil ami désagréable. Le tunnel faisait partie de l'ancien système de transport abandonné lorsque la ville avait redirigé les lignes de métro des décennies auparavant, laissant derrière lui un réseau de passages oubliés que les sans-abri utilisaient parfois. C'était un endroit dont la plupart des citoyens ignoraient même l'existence, un monde souterrain parallèle à leur confort quotidien. Le tunnel était froid et humide, de l'eau s'égouttant de tuyaux rouillés au-dessus, le son résonnant comme un métronome fantomatique, marquant le temps qui leur restait. Mais c'était caché et défendable. Elle l'avait découvert des mois auparavant, en fuyant des enfants des rues plus âgés qui voulaient lui voler l'argent de ses fleurs, et l'avait menacé de la blesser si elle ne leur donnait pas tout ce qu'elle avait gagné ce jour-là. Elle installa les bébés dans son manteau, à l'endroit le plus sec qu'elle put trouver, vérifiant chacun soigneusement, pour des blessures à la faible lumière, filtrant à travers les grilles au-dessus. La pénombre bleutée donnait aux bébés une apparence presque éthérée, comme de petits êtres d'un autre monde. Gabriel avait une petite coupure sur le front suite à la bagarre dans l'appartement de Madame Rose, une fine ligne rouge sur sa peau pâle, mais sinon il semblait physiquement indemne. Léa nettoya délicatement la blessure avec le coin de son t-shirt, chuchotant des mots de réconfort. Lucas et Michel s'agrippèrent à ses doigts quand elle les leur offrit, leurs petits visages confiants, malgré tout ce qu'ils avaient enduré. Leurs yeux bleus clignant somnolent dans l'obscurité, comme des étoiles terrestres que seule Léa pouvait voir. « Je suis désolée », leur murmura-t-elle, sa voix résonnant sur les murs de béton. « J'ai essayé de vous garder en sécurité, mais j'ai tout aggravé. Madame Rose est blessée à cause de moi. Vous êtes en danger parce que je n'ai pas su comment vous protéger correctement. » Une larme coula sur son visage sale, laissant une trace nette sur sa joue. Elle l'essuya rapidement, déterminée à être forte pour eux. Le bruit de pas résonna depuis l'entrée du tunnel, plusieurs pères se déplaçant avec une coordination qui témoignait d'un entraînement militaire ou policier. Des bottes chères contre le béton, un rythme méthodique qui envoya des frissons dans le dos de Léa. Le cœur de Léa martela contre ses côtes alors qu'elle attrapait les bébés et s'enfonçait plus profondément dans l'obscurité, vers la sortie de maintenance qu'elle avait repérée lors de son exploration initiale du système de tunnel. Ses mouvements étaient silencieux comme un chat, des années dans la rue lui ayant appris à se déplacer sans faire de bruit. « Je sais que tu es là, petite », appela une voix froide et professionnelle, résonnant sur les murs avec une qualité métallique qui la rendait encore plus menaçante. « Nous voulons juste les enfants. Donne-les-nous et tu pourras partir. Personne n'a besoin d'être blessé. » Léa savait qu'il mentait. Elle les avait entendus prévoir de la tuer dans l'appartement de Madame Rose. Ce n'étaient pas des gens qui laissaient des témoins vivants, surtout des témoins qui pouvaient les identifier à la police. Elle continua de se déplacer, se guidant le long du mur du tunnel d'une main, tout en agrippant le panier de l'autre. Ses pieds nus, silencieux sur le béton mouillé, se déplaçaient avec la précision de quelqu'un qui a appris que faire du bruit peut signifier la mort. Tu ne peux pas courir éternellement, et tu ne fais que rendre les choses plus difficiles pour tout le monde. Ces bébés ont besoin de soins médicaux appropriés, d'une alimentation adéquate. Tu es dépassée. La voix avait un ton presque raisonnable, comme si elle essayait de persuader une collègue d'une décision d'affaires, et non de menacer une enfant terrifiée. Un faisceau de lampes de poche balaya le tunnel derrière elle, puissant et brillant, créant des ombres dansantes qui rendèrent l'obscurité devant encore plus impénétrable. L'éclair soudain fit cligner Léa, des points blancs dansant dans sa vision pendant de précieuses secondes. Ils se rapprochaient, leurs voix résonnant étrangement dans l'espace confiné, se multipliant comme s'ils étaient plus nombreux qu'en réalité. Léa atteignit l'échelle de maintenance qui menait à une sortie de service près de la rivière. Des barreaux métalliques rouillés montaient comme une promesse verticale de liberté, disparaissant dans l'obscurité au-dessus. Grimper avec 3 bébés serait presque impossible, mais rester signifiait une mort certaine pour eux tous. Le choix n'était pas vraiment un choix. Elle attacha le panier sur son dos avec sa ceinture et commença à grimper d'une main, utilisant sa connaissance du système de tunnel qu'elle avait apprise pendant des hivers désespérés, lorsque cet endroit avait été son seul refuge contre les températures glaciales.
Chaque barreau était une agonie, ses bras endoloris par le poids et ses épaules hurlant d'effort. Le métal rouillé lui coupait les mains, de petites blessures qui brûlaient comme du feu, mais elle sentait à peine la douleur physique. L'amour lui donnait une force qu'elle ne savait pas posséder, une détermination qui dépassait les limites de son petit corps. Gabrielle fit un léger bruit contre son dos et elle murmura des assurances qu'elle n'était pas sûre de croire. On y est presque. Mon courageux garçon, encore un petit effort. Au-dessus du sol, la sortie de service s'ouvrait sur un chantier de construction près des quais, où de nouveaux appartements de luxe étaient en cours de construction. Le contraste ne pouvait être plus frappant. Des résidences de plusieurs millions d'euros érigées à quelques mètres d'un tunnel où des enfants sans abri s'abritèrent du froid. De lourdes machines offraient une couverture, des bulldozers, des bétonnières, des grues qui projetaient de longues ombres à la lumière des rues. L'odeur de béton frais et de terre fraîchement creusée imprégnait l'air, se mêlant à la brise salée de la rivière voisine. Mais Léa savait que cette zone était trop ouverte pour une cachette à long terme. Avec l'aube approchant, elle serait bientôt exposée, trop visible pour rester en sécurité. Elle avait besoin d'un plan qui les garderait en sécurité jusqu'au lever du jour, quand la police les trouverait sûrement, ou quand les hommes en costume les trouveraient en premier. C'est alors qu'elle vit les voitures de police arriver à l'entrée du tunnel derrière elle, des gyrophares clignotant silencieusement, créant des motifs bleus et rouges contre les murs de béton. Mais ce n'étaient pas des unités de patrouille régulières. Les officiers se déplaçaient avec une précision militaire, portant un équipement tactique qui suggérait l'implication du RAID ou de la BRI. Des gilets pare-balles, des casques, des armes qui semblaient sorties de films d'action. Quelqu'un d'autre chassait les chasseurs, ce qui signifiait soit un sauvetage, soit une situation encore plus dangereuse. Léa n'avait aucun moyen de savoir qui était de son côté, si tant est que quelqu'un l'était. Léa prit une décision désespérée. Au lieu de s'enfoncer davantage dans le labyrinthe des engins de construction, elle grimpa sur une grue à tours qui surplombait toute la zone, utilisant sa petite taille et son agilité pour naviguer sur la structure métallique, ce qui serait impossible pour des adultes de grimper rapidement. Chaque centimètre était une lutte, sa détermination rivalisant avec l'épuisement physique et le précieux poids qu'elle portait. Le métal froid contre ses mains et ses pieds, le vent de plus en plus fort à mesure qu'elle montait. Le vertige qui tentait de la réclamer, elle ignora tout cela, concentrée uniquement sur l'atteinte du sommet. De son perchoir élevé au-dessus du chantier, elle pouvait tout voir, comme un oiseau planant au-dessus d'un champ de bataille miniature. Les hommes qui la poursuivaient, se déplaçant à travers les machines en dessous, leurs lampes de poche comme des lucioles sinistres dans l'obscurité. Les unités de police se déplaçant pour les intercepter, avec une précision coordonnée, formant un périmètre qui se refermait lentement. Au loin, d'autres voitures noires arrivaient de multiples directions, comme des fourmis convergeant vers une goutte de miel renversée. Mais elle vit aussi quelque chose qui lui fit complètement arrêter le cœur. Un homme en manteau chair marchait droit vers le chantier, flanqué d'officiers de police, mais clairement aux commandes de l'opération. Sa posture était celle de quelqu'un habitué à être obéi, ses ordres suivis sans discussion. Même à cette distance, elle pouvait voir sa détermination, son désespoir, la façon dont il se déplaçait, comme quelqu'un dont le monde entier dépendait de ce qui se passerait dans les prochaines minutes. Son visage, éclairé par les phares des voitures, montrait des rides d'inquiétude qui ne pouvaient être feintes. Ce devait être leur père, l'homme dont elle protégeait les enfants, sans connaître son nom, dont elle avait nourri les enfants, leur avait chanté des berceuses et les avait aimés comme ses propres frères. Les mêmes yeux bleus, le même menton fort, les mêmes expressions qu'elle avait commencé à reconnaître chez les bébés. Gabrielle commença à pleurer doucement, et Léa réalisa qu'ils avaient tous froid et faim. Sa petite famille manquait de temps, et la confrontation finale se précipitait vers eux, comme un train de marchandises, transportant le destin de chacun. En bas, des coups de feu éclatèrent, alors que deux forces s'affrontaient dans l'obscurité, des éclairs de canon illuminant le chantier comme des feux d'artifice mortels. Le son des armes automatiques était assourdissant, résonnant entre les bâtiments en construction et traversant le petit corps de Léa comme des ondes physiques. Et Léa serra ses bébés plus fort, priant pour que l'aube apporte la sécurité, plutôt que la tragédie pour eux tous. Le ciel commençait à s'éclaircir à l'est,
un bleu pâle remplaçant le noir velouté de la nuit. Une nouvelle promesse ou juste un autre jour de lutte? La fusillade en bas ne dura que quelques minutes. Mais pour Léa, perchée sur la grue avec 3 bébés, cela sembla des heures de terreur sans fin. Des éclairs de canon illuminèrent le chantier comme des feux d'artifice mortels, et le son des armes automatiques résonna sur les structures en béton et en acier. Chaque tir faisait sursauter les bébés dans leur sommeil, de petits tressaillements qui brisaient le cœur de Léa. Quand la fusillade cessa enfin, elle put voir des silhouettes immobiles sur le sol et d'autres les mains en l'air en signe de reddition. Des corps comme des poupées de chiffon, jetés dans des positions que des personnes vivantes n'adopteraient jamais volontairement. La police avait gagné cette manche, mais son soulagement fut de courte durée lorsqu'elle réalisa la véritable complexité de sa situation. Elle ne faisait que commencer à se dévoiler. Léa Martin appela une voix d'en bas amplifiée par un mégaphone de police qui fit résonner son nom sur le chantier, comme si la ville elle-même l'appelait. « Ici l'inspecteur Dubois de la police judiciaire. Nous savons que vous êtes là-haut et nous savons que vous protégez ces enfants. Vous n'avez rien à craindre. Nous sommes là pour vous aider et vous ramener en sécurité. » Léa jeta un coup d'œil par-dessus le bord de la grue, étudiant la scène en bas avec l'attention minutieuse qui l'avait maintenue en vie dans la rue. Son cœur battait si fort qu'elle craignait qu'il ne réveille les bébés. L'homme au manteau cher la regardait droit dans les yeux, son visage éclairé par les puissants projecteurs du chantier. Même à cette distance, elle pouvait voir qu'il avait les mêmes yeux bleus remarquables que les bébés dont elle s'occupait, la même nuance de ciel d'hiver, la même intensité perçante. « Je m'appelle Raphaël Moreau », appela l'homme, sa voix portant clairement dans l'air nocturne, pleine d'une émotion qui semblait sincère, non répétée. « Ce sont mes fils dont vous vous occupez. Je veux vous remercier de les avoir gardés en sécurité quand je ne le pouvais pas. Vous avez été plus courageuse que quiconque ne devrait jamais l'être. » Léa serra plus fort les bébés, son cœur agité d'émotions contradictoires qui tourbillonnaient en elle comme un vortex. C'était le moment qu'elle redoutait et espérait à la fois les rendre à leur vraie famille, perdre le seul amour qu'elle ait jamais connu. La pensée était comme un poing serrant son cœur. Mais quelque chose clochait dans toute la situation. Si Raphaël Moreau était leur père et que c'étaient des policiers, pourquoi des hommes armés les avaient-ils pourchassés? Pourquoi quelqu'un avait-il essayé de tuer Madame Rose? Pourquoi le monde semblait-il déterminé à faire du mal à 3 bébés innocents? C'est alors que l'inspecteur Dubois dit quelque chose qui changea tout ce qu'elle pensait comprendre. « Léa, les hommes qui vous poursuivaient ce soir, ils ne travaillent pas pour Monsieur Moreau. Ils travaillent pour quelqu'un qui essaye de faire du mal à sa famille, quelqu'un qui a orchestré l'accident de voiture qui devait tuer ses enfants et leur mère. » Une nouvelle voix coupa l'air nocturne, douce, familière d'une manière qui donna la chair de poule à Léa, et glaciale dans son autorité désinvolte. Quelle déception! J'espérais que cela serait résolu plus discrètement, sans impliquer autant de témoins et de complications. Léa baissa les yeux pour voir un homme plus âgé, bien habillé, sortir d'une limousine noire qu'elle n'avait pas remarqué arriver pendant la fusillade. Son costume semblait valoir plus que tout ce que Léa avait jamais vu de sa vie, chaque détail criant le pouvoir et la richesse. Même dans la faible lumière, elle pouvait voir la ressemblance avec Raphaël Moreau. Ils avaient la même mâchoire, la même posture confiante, la même allure qui commandait l'attention. Mais là où Raphaël irradiait le désespoir et l'amour, cet homme émanait un calcul froid et une fureur à peine contenue. Plusieurs nouveaux arrivants émergèrent d'autres véhicules, se déplaçant avec la même précision professionnelle que les ravisseurs précédents. Ce n'étaient pas des policiers ou des agents de la BRI, c'étaient des gardes du corps privé, chers et mortels, des hommes dont les yeux avaient vu des choses qui les avaient endurcis au-delà de l'humanité normale. « Bonjour, mon fils », dit l'homme plus âgé avec désinvolture, comme s'il saluait Raphaël lors d'un dîner de famille, plutôt que sur une scène de crime. « Je vois que tu as retrouvé mes petits-enfants. Quel inconvénient !» Raphaël se retourna, son visage montrant le choc, la trahison et une horreur croissante alors qu'il traitait ce qui se passait. La compréhension se répandit sur ses traits comme de l'encre dans de l'eau claire. « Père, qu'est-ce que tu fais ici? Comment l'as-tu su pour cet endroit ?»« Je nettoie un gâchis qui a complètement échappé à tout contrôle, » répondit le père de Raphaël avec une efficacité froide. « Tu n'aurais jamais dû les retrouver, Raphaël. Ils auraient dû mourir dans cet accident avec leur mère. Propre, simple, sans complications. » La voix de Raphaël n'était qu'un murmure,
Mais Léa pouvait entendre la dévastation qu'elle contenait, même de son perchoir élevé. « Tu as essayé de tuer mes enfants. J'ai essayé de sauver l'héritage de notre famille, » cracha le père de Raphaël, son sang-froid se fissurant pour la première fois, révélant quelque chose de laid et d'ancien sous la façade polie. Ton mariage avec cette femme était déjà assez grave. Une personne sans nom d'une famille de classe moyenne, sans relation, sans valeur pour notre empire. Mais des enfants, des héritiers qui pourraient contester tout ce que j'ai construit, qui pourraient diviser l'héritage et affaiblir notre contrôle. Je ne pouvais pas le permettre. Léa regarda avec horreur en réalisant la vérité. Il ne s'agissait pas de ravisseurs au hasard ou d'ennemis d'affaires cherchant une rançon. Il s'agissait d'un grand-père qui avait tenté d'assassiner ses propres petits-enfants pour protéger sa richesse et son pouvoir, qui voyait des bébés comme des obstacles plutôt que des vies précieuses. Si ce rebondissement vous a laissé sans voix, commentez choqué ci-dessous et partagez cette histoire incroyable avec vos amis. Personne ne croira ce qui va suivre. La fille a rempli son rôle, continua froidement le père de Raphaël, levant les yeux vers la grue où Léa était cachée. Ses yeux rencontrèrent les siens avec une précision effrayante. Elle les a gardés en vie jusqu'à ce que nous puissions organiser une solution plus permanente. Mais maintenant que tu as impliqué la police et créé ce cirque, nous devons éliminer tous les témoins et repartir de zéro. Tu es fou, dit Raphaël, s'éloignant de son père avec un dégoût évident, comme si la proximité physique était une contamination. Ce sont des bébés innocents. C'est ton propre sang, tes petits-enfants. Ce sont des obstacles à la domination continue de notre famille, rien de plus. Le ton était celui de quelqu'un expliquant un concept simple à un enfant têtu. Le sentiment est un luxe que nous ne pouvons pas nous permettre quand des milliards d'euros sont en jeu. Le père de Raphaël leva la main et ses hommes commencèrent à se diriger vers la grue avec une coordination militaire, se déployant comme une vague noire et implacable. Mais Raphaël courait déjà, criant à Léa avec une urgence désespérée. « Saute, je vais t'attraper. Fais-moi confiance. Je ne laisserai rien t'arriver, ni à toi, ni à mes fils. » Léa regarda les bébés dans ses bras, Gabriel s'agitant, son petit poing contre sa poitrine comme s'il sentait son cœur s'emballer. Michel dormant paisiblement, inconscient du drame qui l'entourait. Lucas s'agrippant à son doigt, avec une force surprenante, comme s'il comprenait qu'ils étaient à un moment crucial. Puis elle regarda Raphaël, dont le visage montrait le même amour désespéré qu'elle ressentait, l'amour d'un père prêt à mourir pour ses enfants, la même émotion qui avait guidé chacune de ses décisions ces derniers jours, et elle fit son choix. Elle sauta dans l'obscurité, faisant confiance à un étranger, parce que l'amour reconnaît l'amour, emportant 3 bébés vers le salut ou le désastre. Le vent siffla à ses oreilles, pendant les secondes éternelles de chute libre, le monde se déplaçant au ralenti autour d'elle. Raphaël attrapa Léa et les bébés dans une collision qui leur coupa le souffle à tous les deux. Mais ses bras forts absorbèrent l'impact et les gardèrent en sécurité. L'odeur de son eau de Cologne chère et de café amer enveloppa Léa comme une promesse, alors qu'ils tombaient ensemble sur le sol dur, son corps servant de bouclier pour la protéger, elle et les bébés. Le chantier de construction éclata en chaos autour d'eux, alors que des sirènes de police hurlaient de toutes les directions et que des unités de soutien encerclaient la zone avec une précision coordonnée. Lumière, sirènes, cris, une symphonie d'urgence et de confrontation. « Sont-ils blessés ?» demanda frénétiquement Raphaël, ses mains tremblantes alors qu'il examinait ses fils avec une tendresse désespérée, ses doigts doux vérifiant chaque centimètre d'eux. « Tu es blessé ? Quelqu'un t'a fait du mal ?» Léa le regarda avec étonnement, ayant du mal à croire ce qu'elle voyait. Cet homme puissant et riche, dont elle avait vu le visage sur des panneaux d'affichage et des photographies de journaux, pleurait en regardant ses enfants. Son soulagement et son amour étaient si écrasants qu'elle pouvait les sentir irradier de lui comme une chaleur physique. « Ils vont bien », murmura-t-elle, sa voix rauque de peur et d'épuisement. « Je les ai gardés en sécurité. Je leur ai promis que je le ferais et je l'ai fait. »« Tu as fait plus que ça, » dit Raphaël, sa voix épaisse d'émotion, alors qu'il regardait ses fils et la courageuse petite fille qui les avait protégés. « Tu leur as sauvé la vie. Tu as tout risqué pour des enfants que tu ne connaissais même pas, et tu les as aimés quand je ne pouvais pas être là pour le faire. » L'inspecteur Dubois s'approcha prudemment, ses armes toujours dégainées, alors qu'il balayait la zone à la recherche de menaces restantes parmi les engins de construction. Les ombres dansaient sur les murs de béton inachevés,
créant des cachettes potentielles à chaque mouvement. Les hommes du père de Raphaël s'étaient dissous dans la nuit avec une efficacité professionnelle, mais tout le monde savait qu'ils se regrouperaient et reviendraient. Des prédateurs patients, attendant le bon moment pour frapper à nouveau ça. « Monsieur, nous devons les faire sortir d'ici immédiatement », dit gravement Dubois, la sueur brillant sur son front malgré le froid de l'aube. « Les hommes de votre père se regroupent et nous ne savons pas de combien de ressources ils disposent. » Ce n'était que la première confrontation. « Où pouvons-nous aller ?» demanda désespérément Raphaël, serrant Léa et les bébés comme s'il pouvait les protéger de son corps. « Si mon propre père est derrière tout ça, s'il a de l'argent et des relations illimitées, aucun endroit n'est sûr. Il continuera à venir jusqu'à ce qu'il obtienne ce qu'il veut. » « En fait, dit Dubois, sa voix prenant un ton différent, presque plein d'espoir. « Il y a autre chose que vous devez savoir. » L'inspecteur s'accroupit à leur niveau, ses yeux fatigués soudainement animés. « Votre femme Béatrice, elle s'est réveillée il y a 1 heure. Elle demande après ses enfants et elle nous a dit quelque chose de crucial sur la nuit de l'accident. » Le visage de Raphaël devint complètement blanc, comme si tout le sang avait quitté sa tête. L'espoir et la peur se battaient sur son expression comme des gladiateurs dans une arène antique. « Béatrice est réveillée ? Elle est vraiment réveillée ? Elle est consciente depuis plusieurs jours, » continua Dubois, regardant autour de lui pour s'assurer que personne d'indésirable n'écoutait, mais elle faisait semblant d'être dans le coma parce qu'elle a entendu les hommes de votre père à l'hôpital discuter de plans pour finir ce qu'ils avaient commencé, si elle survivait pour témoigner. Léa écouta cette conversation avec une confusion et une peur croissante, serrant les bébés protecteurs contre sa poitrine. Le monde des adultes était un labyrinthe complexe de mensonges et de trahisons qu'elle pouvait à peine comprendre. La mère des bébés était vivante, mais cachée. Leur grand-père voulait qu'ils soient morts. Le monde des familles riches était bien plus dangereux que la vie dans la rue, où au moins on savait qui étaient ses ennemis. La faim, le froid et parfois d'autres personnes désespérées comme soi. Léa dit soudain Raphaël, s'agenouillant à son niveau pour qu'il soit face à face. La posture était celle d'un adulte qui voulait vraiment écouter un enfant, pas seulement faire semblant d'écouter. « Je dois te demander quelque chose de très important. Ces hommes qui te poursuivaient, ont-ils dit quelque chose sur la raison pour laquelle ils voulaient les bébés? Quoi que ce soit qui pourrait nous aider à comprendre comment arrêter mon père. » Léa repensa aux conversations qu'elle avait entendues dans l'appartement de Madame Rose et pendant la poursuite dans le tunnel. Les mots lui revinrent par fragments, pièces d'un puzzle qu'elle commençait à peine à assembler. Ils ont dit quelque chose à propos de papier et d'argent. Ils s'inquiétaient des témoins, mais ils ont aussi parlé de quelque chose appelé héritage et temps qui presse. Raphaël et Dubois échangèrent des regards significatifs qui suggéraient que cette information était plus importante que Léa ne l'avait réalisé. La tension entre eux était presque palpable, comme de l'électricité dans l'air avant un orage. « La fille du si », souffla Raphaël, les pièces s'emboîtant de manière audible dans son esprit. « Si les enfants meurent avant leur premier anniversaire, tout l'héritage revient sous le contrôle de mon père. On parle de milliards d'euros, assez pour acheter des armées de mercenaires. Et dans 2 mois, ils auront 1 an, dit gravement Dubois, passant une main sur son visage fatigué. Après cela, votre père perd son mobile financier pour le meurtre. 2 mois, répéta Raphaël, le poids du temps les pressant tous comme une main invisible. Nous devons les garder en sécurité pendant 2 mois, tout en luttant contre quelqu'un avec des ressources illimitées. Un nouveau son emplit l'air, le battement rythmé de pales fendant le vent, devenant plus fort à chaque seconde. Des hélicoptères approchant de multiples directions, leurs puissants projecteurs commençant à balayer le chantier avec des faisceaux qui transformaient la nuit en jour artificiel. Dubois attrapa sa radio, son visage tendu, alors qu'il écoutait la conversation urgente crépiter à travers l'appareil. La lueur verte de l'écran éclairait son visage par en dessous, créant des ombres dramatiques qui vieillissaient ses traits de plusieurs années. « Monsieur, nous avons un gros problème. Ce ne sont pas nos hélicoptères. Votre père a fait appel à des contractuels militaires privés. » Raphaël regarda Léa qui tenait toujours Lucas, tandis que Gabriel et Michel dormaient paisiblement dans leur panier. Inconscients du danger qui les entourait, leurs petites bouches bougeaient parfois comme s'ils rêvaient de lait chaud et de câlins sécurisants. Cette courageuse petite fille avait déjà tant fait, tout risqué,
Mais le combat était loin d'être terminé. La fatigue était gravée sur ses jeunes traits, mais il y avait une détermination dans ses yeux que beaucoup d'adultes n'atteindraient jamais de toute une vie. « Léa », dit-il avec urgence, sa voix basse pour ne pas effrayer les bébés. « Je sais que c'est effrayant, et je sais que tu n'as aucune raison de faire confiance aux adultes après tout ce que tu as traversé, mais j'ai besoin de ton aide. » Il prit ses petites mains dans les siennes, le contraste entre ses paumes calleuses et ses mains douces de cadre, rendant la connexion encore plus profonde. « Tu sais comment te cacher, comment survivre, comment les protéger d'une manière que je ne pourrais jamais. Tu les as déjà sauvés une fois. Vous voulez que je reste ?» demanda Léa, osant à peine croire ce qu'elle entendait. Son cœur, si habitué au rejet, hésitait à accepter la possibilité d'appartenance. « Je veux que tu fasses partie de notre famille », dit simplement Raphaël, sa voix pleine d'une sincérité absolue que même une enfant avec le passé de Léa ne pouvait mettre en doute. « Ces garçons ont besoin de leur grande sœur, et j'ai besoin de quelqu'un qui les aime autant que moi. Quelqu'un qui a déjà prouvé qu'elle mourrait avant de laisser quiconque leur faire du mal. » Les hélicoptères se rapprochaient, leurs projecteurs commençant à balayer le chantier avec une précision militaire. Le vent généré par les pales soulevait de la poussière et des débris, créant un petit tourbillon autour d'eux. Le temps pressait et les décisions prises dans les prochaines minutes détermineraient s'ils vivraient ou mourraient tous. « Vas-tu m'aider à sauver nos enfants ?» demanda Raphaël en lui tendant la main. Le mot « nos » flottait dans l'air comme une promesse. Léa regarda Gabriel, Michel et Lucas, ces petits garçons, qui lui avaient appris ce que l'amour signifiait vraiment, qui lui avaient fait comprendre que la famille n'était pas une question de sang, mais de choix, de sacrifice et de protection. Puis elle regarda Raphaël, dont les yeux avaient le même amour féroce qu'elle ressentait, le même désespoir, la même détermination absolue. « Toujours », promit-elle en prenant sa main. Le contact était chaud et sûr, comme un phare dans la tempête qu'ils affrontaient. « Nous sommes une famille maintenant. Et si vous croyez que l'amour peut surmonter n'importe quel obstacle, laissez votre like maintenant et abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires qui toucheront votre cœur. » Et alors que Dubois les conduisait vers une camionnette de police qui attendait, évitant les projecteurs et courant contre la montre, Léa réalisa que demain apporterait le plus grand défi à ce jour. Mais pour la première fois de sa vie, elle ne l'affrontait pas seule. L'hôpital ressemblait à une forteresse assiégée, des agents de la BRI à chaque entrée, des policiers patrouillant dans les couloirs et Raphaël Moreau faisant les 100 pas dans l'aile sécurisée où sa famille était enfin réunie. L'odeur de désinfectants et de médicaments flottait dans l'air. Mais pour Léa, après des jours dans les ruelles et les tunnels de la ville, l'environnement stérile était presque agréable. Les néons qui sembleraient normalement durs créaient un cocon de sécurité autour d'eux. Mais même entouré de protection, Raphaël savait que la portée de son père était longue et ses ressources apparemment illimitées. Le danger n'était pas passé, il avait juste changé de forme. Léa était assise à côté du lit d'hôpital de Béatrice, tenant doucement Lucas, tandis que Béatrice berçait Gabriel et Michel pour la première fois depuis l'accident. Le doux bip du moniteur cardiaque marquait le temps comme un métronome, chaque battement une célébration de la vie qui persistait malgré tout. La scène était à la fois belle et poignante. Une mère réunie avec ses enfants et une petite fille sans abri qui était devenue leur protectrice improbable. Béatrice était plus jeune que ce à quoi Léa s'attendait, son visage encore pâle de son long séjour à l'hôpital, mais ses yeux brillaient d'intelligence et de force, les mêmes yeux bleus qu'elle avait transmis à ses fils. « Tu les as sauvés », murmura Béatrice à Léa, des larmes coulant sur son visage. « Quand je ne pouvais pas les protéger, tu les as aimés comme s'ils étaient les tiens. »« Ils sont à moi », dit simplement Léa, la vérité de sa déclaration étant incontestable. « La famille, ce n'est pas seulement le sang. C'est qui tu choisis de protéger. » Béatrice tendit la main et prit la petite main de Léa, la chaleur de son contact comme un baume sur des années de solitude. « Alors, tu es ma fille maintenant. Ces garçons ont besoin de la grande sœur qui les a gardés en sécurité quand personne d'autre ne le pouvait. » Raphaël sentit son cœur se gonfler de gratitude pour cet incroyable enfant qui leur avait appris ce que signifiait une vraie famille, mais son moment fut interrompu par l'inspecteur Dubois qui fit irruption par la porte, son souffle court indiquant qu'il avait couru dans le couloir. « Nous avons un problème », annonça gravement Dubois, tenant des papiers officiels qui tremblaient légèrement dans ses mains.
Votre père a déposé une demande de garde d'urgence affirmant que vous êtes mentalement instable. Il a des juges à sa solde et suffisamment de pouvoir juridique pour bloquer la situation devant les tribunaux pendant des mois. Le visage de Raphaël se durcit de détermination. Mais avant qu'il ne puisse répondre, Béatrice prit la parole. « Il y a quelque chose que je ne t'ai pas dit, » dit-elle, sa voix faible mais ferme. Quelque chose à propos de la nuit de l'accident. Tous se tournèrent vers elle, sentant que c'était crucial. L'air dans la chambre d'hôpital sembla s'épaissir, chargé d'attente. « Ton père était là, Raphaël, » continua Béatrice, ses doigts serrant le fin tissu de la couverture d'hôpital. « Je l'ai vu diriger ses hommes, après que nous soyons tombés dans la rivière. Mais j'utilisais mon dispositif d'enregistrement d'urgence. Tout a été transmis à notre système de sécurité domestique. » Raphaël regarda sa femme avec un choc absolu, comme si elle venait d'accomplir un miracle sous ses yeux. L'enregistrement a survécu. Yes. Sa voix, ses instructions, son aveu qu'il a orchestré les meurtres. Béatrice hocha la tête, un petit sourire de triomphe, illuminant son visage pâle. Tout, chaque motique. Dubois attrapait son téléphone quand la porte de la chambre d'hôpital vola en éclats, avec une force suffisante pour fissurer le mur adjacent. Le père de Raphaël entra, flanqué de 6 hommes en costume chair, se déplaçant avec la confiance de quelqu'un qui possédait la moitié de la ville. Chaque homme portait une discrète bosse sous sa veste qui suggérait des armes cachées. Derrière eux vinrent des gardes de sécurité de l'hôpital, clairement à sa solde, leurs badges se balançant comme des médailles de loyauté achetées. « Bonjour. »« Mon fils » dit calmement le père de Raphaël, comme s'il arrivait pour un dîner de famille, plutôt qu'une confrontation potentiellement mortelle. Son sourire n'atteignait pas ses yeux, qui restaient froids comme des pierres dans un ruisseau d'hiver. « Je crois que vous avez quelque chose qui m'appartient. »« Ces enfants n'appartiennent à personne, » dit Raphaël, se plaçant protecteur devant le lit où Béatrice tenait les jumeaux. Sa posture était celle d'un père prêt à affronter n'importe quelle menace, aussi redoutable soit-elle. « Ce sont des obstacles à tout ce que notre famille a construit, » répondit froidement le père. Ses yeux calculateurs se posèrent sur Léa, l'évaluant comme si elle était une marchandise, pas une enfant, y compris les témoins qui en ont trop vu. « Vous ne les prendrez pas, » dit Léa se levant avec Lucas dans ses bras. Bien qu'âgée de seulement 7 ans, elle fit face à l'homme le plus puissant de la ville sans broncher, le menton levé en signe de défi. Les bébés, sentant la tension, commencèrent à s'agiter, de petits gémissements d'inconfort s'échappant de leur bouche. « Je ne vous laisserai pas leur faire de mal. » Le père de Raphaël sourit froidement, un geste qui n'atteignit jamais ses yeux de prédateur, touchant mais finalement inutile. « La loi est de mon côté, et la loi n'est qu'une autre marchandise que l'on peut acheter quand on a suffisamment de ressources. » C'est alors que Béatrice appuya sur un bouton de son téléphone, caché sous les couvertures d'hôpital. Le son d'un enregistrement emplit la pièce, résonnant contre les murs blancs stérilisés. « Assurez-vous que l'accident ait l'air convaincant. Je veux les 3 bébés éliminés, pas de survivants. Si Béatrice ou Raphaël s'en sortent, finissez le travail à l'hôpital. Je ne peux pas avoir de petits-enfants qui divisent l'héritage. Tout doit me revenir quand le délai de la fiducie expirera. » La voix du père de Raphaël, sans équivoque et accablante, remplissait la pièce de sa cruauté calculée. L'audio cristallin de sa confession, donnant l'ordre de tuer ses propres petits-enfants. Son aveu d'avoir orchestré l'accident de voiture. Sa discussion sur l'élimination des témoins. Alors que sa voix emplissait la salle, son visage se vida de toute couleur, se transformant en un masque de fureur pure. « Tu m'as enregistré, dit-il, son masque composé tombant enfin comme un voile déchiré. C'est un faux irrecevable. La BRI télécharge des copies en ce moment même, répondit Béatrice, sa voix se renforçant à chaque mot. Authentifié et vérifié par 3 laboratoires audio indépendants. Dubois sourit gravement, alors que des agents fédéraux firent irruption par chaque entrée, armes au poing, ordres criés. Le chaos contrôlé d'une opération de police bien exécutée envahit la pièce. Le conseil d'administration de Morrow Holdings a reçu des copies il y a 10 minutes, tout comme le procureur de la République et toutes les grandes chaînes d'information. Raphaël regarda son père se faire encercler, son empire s'effondrant en temps réel. Des alertes d'information inondèrent les téléphones dans toute la pièce, le son des notifications simultanées créant une cacophonie numérique. Les actions de Morrow Holdings s'effondraient. Les enquêteurs fédéraux gelèrent les actifs.
L'empire construit sur des décennies implosait en quelques minutes. Ce n'est pas fini, grogna le père de Raphaël, alors que des menottes se refermaient sur ses poignets, le métal froid contrastant avec la chair montre en or à son poignet. J'ai des ressources, des contacts. Vous aviez des ressources, corrigea Dubois, son ton presque compatissant. Que maintenant vous avez une cellule de prison. Alors que le père de Raphaël était emmené, protestant et menaçant, Raphaël sentit des mois de peur quitter ses épaules. Plus que du soulagement, il ressentit une gratitude immense pour sa femme qui avait tout risqué, pour l'inspecteur qui s'était battu pour la justice, et pour l'incroyable petite fille qui avait sauvé sa famille lorsque tous les autres moyens avaient échoué. 6 mois plus tard, Raphaël était assis dans son jardin, le soleil de printemps réchauffant son visage, alors qu'il regardait Léa apprendre à ses frères à marcher sur l'herbe douce. Les rires des petits remplissaient l'air comme de la musique, le son le plus précieux qu'il ait jamais entendu. À 18 mois, Gabriel, Michel et Lucas étaient en bonne santé, heureux et dévoués à leur grande sœur. Gabriel la suivait toujours comme une ombre. Michel lui apportait de petites fleurs, et Lucas lui serrait toujours le doigt avec cette poigne forte qui était devenue sa signature. Le processus d'adoption avait été étonnamment simple, avec le père de Raphaël faisant face à de multiples accusations, de tentatives de meurtre, de complot et de fraude financière. Les obstacles juridiques avaient disparu comme de la brume sous un soleil éclatant. Béatrice rejoignit Raphaël sur le banc en bois, sa guérison complète et sa joie intacte par la peur. Le traumatisme venait encore par vagues pour eux tous, mais ensemble, ils parvenaient à y faire face jour après jour. « Tu penses qu'elle sait à quel point elle compte pour nous ?» demanda Béatrice, regardant Léa rire alors que Lucas faisait ses premiers pas indépendants, ses petits bras étendus pour garder l'équilibre. « Elle l'apprend, » répondit Raphaël, observant sa famille avec un contentement qu'il n'aurait jamais cru possible. Elle n'a jamais eu de vraie famille avant. La confiance prend du temps. « Papa, maman !» appela soudain Léa, utilisant des noms qui faisaient sursauter le cœur de Raphaël chaque fois qu'il les entendait. Lucas a fait 6 pas entiers. Raphaël et Béatrice se précipitèrent pour célébrer avec leurs enfants, tous les 4. L'herbe sous leurs pieds, le soleil sur leur visage, l'avenir brillant devant eux, toutes les choses simples qui avaient failli être perdues à jamais. Et Raphaël réalisa que parfois, la force la plus puissante n'était pas l'argent ou l'influence. Parfois, c'était juste un amour assez courageux pour protéger ce qui comptait le plus. Un amour qu'une petite fille des rues avait montré plus clairement que n'importe quel adulte. « Nous sommes à la maison », murmura-t-il à sa famille réunie sous le soleil de l'après-midi. Et pour la première fois, Raphaël Moreau comprit ce que ces mots signifiaient vraiment. La maison n'était pas le manoir avec une sécurité de pointe, ni les investissements mondiaux, ni le nom de famille puissant. La maison, c'était ce cercle d'amour, improvisé et inattendu, qui avait survécu au pire que le monde pouvait offrir. Si cette histoire a touché votre cœur autant que le nôtre, laissez dans les commentaires le moment qui vous a le plus ému. Et n'oubliez pas de laisser votre like, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune histoire incroyable comme celle-ci. Partagez avec quelqu'un qui a besoin de croire que le véritable amour gagne toujours, quels que soient les obstacles. À la prochaine histoire!